En ce qui concerne les accords de Matignon, moi j'y crois. Moi j'y crois. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, ceux qui disent que c'est néfaste n'ont rien proposé d'autre, de toute façon. C'est vrai qu'on a pu hurler partout, hein, à tort et à crier à travers la presse, à travers les médias, mais personne ne dit dire, moi j'ai trouvé la solution. Ça c'est pas bon, j'ai mieux. Voilà. Alors, donc c'est peut-être pour ça que si les accords de Matignon n'ont pas été compris il y a un an, ils ont été mieux compris maintenant parce qu'à partir du moment où ils ont été refusés par le premier référendum, ils ont été acceptés avec les nouvelles élections dans la mesure où un an s'est écoulé. Et qu'en un an, il faut quand même reconnaître qu'une certaine paix est revenue en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas quelques caillassages à droite et à gauche. De toute façon, des voyous, il y en a partout. Alors pourquoi pas chez nous, hein? Alors il ne faut quand même pas dramatiser. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde joue le jeu du développement économique, de l'équilibrage et en conséquence le jeu de la paix. Et à partir de là, c'est tout un processus de changement de mentalité qui est en route et je suis très optimiste aujourd'hui sur ce processus. Je suis très partagé. Je crois que, je ne dirais pas que j'ai une confiance folle dans les accords de Matignon, mais je dirais que tout ce qui peut être mis en place, être imaginé, être construit, n'a de sens que dans la mesure où les Kanaks seront acteurs dans l'élaboration, voudront s'y investir, s'y engager, dans la mesure où tous ces projets auront du sens par rapport à une nécessaire interpellation de la culture et de la coutume. Peut-être plus que jamais, moi je dirais que tout ce qui se fait, tout ce qui se met en place au niveau de la Calédonie, leur appartient, il faut qu'ils s'y investissent. C'est, je crois, la condition essentielle du succès de cette période un peu de transition de 10 ans. Pour nous, le peuple kanak, les accords Matignon a été lourd de pertes physiques. Et nous le ressentons plus particulièrement de façon négative, les accords Matignon. Les accords Matignon résultent d'une action qui a été entreprise par le peuple kanak le 4 mai 88 et où il y a eu, comme tout le monde le sait, 19 morts dans la grotte de Gossana. Ensuite, il y a eu les accords de Matignon qui fut l'intermédiaire plus ou moins dramatique, mais combien nécessaire. Si Tjibaou l'a fait, nous le remercions et nous prions pour sa mémoire aujourd'hui. Il y a eu, par la suite, il a payé de sa vie ces accords de Matignon. Et nous savons aujourd'hui que s'il a payé de sa vie, il le savait, lui, de son côté aussi, qu'un jour, il allait tomber pour la cause de son peuple. Nous ne sommes pas encore à la date de dresser un bilan de ces accords de Matignon. Nous ne faisons que dresser un bilan de façon quotidienne. Nous savons que pour nous, il y a des rejetés et il y a des privilégiés dans ces événements qui sont là. Nous le vivons en tant que militants, purs et simples. Nous savons aussi que les accords de Matignon ont été un très grand facteur de démobilisation de la lutte du peuple kanak en général. J'ai rencontré Jean-Marie à l'époque où se négociaient les accords de Matignon. On s'est vu plusieurs fois à ce moment-là. Et ensuite, peu de temps après les accords de Matignon, moi je suis reparti en Nouvelle-Calédonie, très exactement à Yingen. Et je l'ai rencontré là-bas après la signature des accords de Matignon. Et au moment où il est reparti pour la signature des accords d'Unino, la confirmation. Il y avait au départ une méfiance. On était venu à la demande de la commission du dialogue et on ne refuse pas le dialogue. Donc on y vient. Et qu'ensuite il y a eu une grande joie. On savait très bien que les accords de Matignon ne correspondaient pas à la revendication du FLNKS, ce n'était pas le plan du FLNKS, mais enfin quelque chose pouvait se passer. Et je crois qu'il y a eu une très très grande joie chez Jean-Marie de pouvoir enfin rencontrer des interlocuteurs et avoir une discussion avec Jacques Lafleur et des concessions mutuelles. Et ça, je crois que ça a été une de ces très grandes joies. Oui. Depuis 467 jours,
Il faut dire que ces accords ont progressé, ont été de plus en plus compris par la population, mais que les mentalités n'ont pas changé. Je ne méconnais pas les accords de Matignon, leur intérêt. J'ai appelé très clairement à voter pour. J'ai combattu politiquement ceux qui voulaient l'abstention ou qui ont appelé à voter contre. Je parle dans ma famille politique et je ne le regrette pas, car je ne pouvais pas prévoir à l'époque que 2 hommes allaient mourir et que 2 hommes de la taille de Jean-Marie Tjibaou et de Yewene, dans une population au total de 170 000 habitants, ont une autre importance qu'un homme politique en France, quelle que soit sa dimension et sa stature. Il y a des jeunes qui sont restés sur les barrages jusqu'au 5 mai cette année, depuis les événements, quoi, qui sont restés sur les barrages à la tribu de Gossana. Il y a d'autres jeunes qui, eux, sont entrés dans le processus des accords de Matignon, quoi. Et ça a provoqué des heurts entre les jeunes qui étaient pour les accords de Matignon et qui étaient complètement prenants, et puis les jeunes qui étaient restés sous les barrages, quoi. Et c'était assez douloureux, c'était très très douloureux, parce que c'était des gens de la même famille, souvent du même clan, souvent des gens qui chez nous c'est petit. Les accords de Matignon ont été payés du sang des gens d'Ouvéa. Et c'est quand même dramatique que pour arriver enfin à accepter le dialogue, des Européens et l'État français soient obligés de passer par autant de meurtres. Le traumatisme d'Ouvéa, cette vingtaine de jeunes qui sont morts dans des conditions, pour beaucoup d'entre eux, assassinés par l'armée française, de sang-froid, une balle dans la tête, alors qu'ils n'avaient pas touché un cheveu aux otages dans la grotte. Histoire tragique dans une petite île, les exactions de l'armée française, la torture, les interrogatoires, qui a beaucoup pesé sur la conscience de cette île d'Ouvéa et dans l'ensemble de la communauté kanak. Ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Aller plus loin, ça signifiait mourir encore. Du sang, toujours de la souffrance. Et moi, j'ai vu à cette époque-là Tjibaou qui ne pouvait plus supporter personnellement cette souffrance, qui ne pouvait plus. Donc, le rapport de force était celui-ci. Ils sont venus à Matignon, ils ont pris ce qu'on leur a donné, ce qu'ils pouvaient avoir en fonction de ce rapport de force. Ils ne pouvaient pas avoir l'indépendance là-dessus. Ils ne pouvaient avoir que des avantages, un rééquilibrage, etc. Ils ont signé, avec la promesse dans 10 ans d'un référendum d'autodétermination et un changement du corps électoral qui peut leur permettre d'avoir un espoir quant à un vote majoritaire pour l'indépendance. Un espoir, c'est pas fait, loin de là. Je crois que nous sommes arrivés à une phase de notre histoire où nous avons dit halte, halte à la haine, halte au racisme. Nous voulons notre liberté. Nous allons saisir cette opportunité. Peut-être que les gens sont un peu fatigués, ça. On est un peu sous le coup de la perte de leader. Et peut-être après une période de trouble comme ça s'est déjà vu dans l'histoire de ce pays. Les gens se laissent un peu aller, attendent que ça vienne un peu. Et en fait, il faut des gens qui puissent tirer le mouvement, qui fassent des propositions pour que les gens se regroupent de nouveau, se remobilisent. Bon, je pense que c'est un cap à passer et j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce qu'on perd du temps en ne faisant rien. Enfin, les accords Matignon ont servi à calmer un peu les événements et aussi je pense à nous endormir encore. C'est un chemin peut-être de facilité immédiate parce qu'on peut actuellement décompresser. Depuis novembre 84, c'était une période de lutte très dure, très tendue, donc la fatigue, l'usure était là. C'est sûr qu'actuellement, il n'y a pas de réconciliation, contrairement à ce que dit M. Rocard. Il n'y a pas de réconciliation, mais il y a une cohabitation qui est relativement sereine. Donc, elle permet de décompresser, elle permet d'être plus à l'aise,
et de vivre normalement. Ça, c'est bien. Il y a également des fonds qui sont répartis autrement, c'est pas mal, mais ça a aussi ses aspects pervers. Il y a un retour des Kanaks au pouvoir, ils n'ont pas retrouvé une majorité sur l'ensemble du territoire, mais grâce à la provincialisation, ils ont retrouvé un réel pouvoir politique. Il n'est pas complet, il n'est pas total, mais ça aussi, c'est bon, c'est important. Maintenant, tout est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pouvoir. C'est à eux de le décider. Je pense que le gouvernement a une politique d'un petit pas comme ça. Il y a des choses qui arrivent tout doucement, tout doucement. Le problème qui se pose, c'est pour les gens qui ne suivent pas au jour le jour tout ça, donc ils sont sur le terrain, ne se rendent pas compte de l'application donc effective sur le terrain de l'après-Matignon, et donc les gens attendent des grandes choses qui arrivent beaucoup plus vite qu'actuellement. Donc pour nous, les accords de Matignon, ce sont là un outil qui nous permet d'accéder à notre dignité. Mais cela ne veut pas dire parce qu'il y a les accords de Matignon, nous allons atteindre l'indépendance. Les accords de Matignon, ça ne veut pas dire que nous avons renoncé à nos convictions politiques. Nous, l'objectif, nous avons signé pour l'indépendance, la Fleur a signé pour rester français, le gouvernement français a signé pour maintenir la présence française dans le Pacifique et sauvegarder les intérêts de la France dans le Pacifique. Nous avons signé pour l'indépendance. Les accords de Matignon ont établi un statu quo. Mais ce n'est qu'un statu quo. Tant que le système caldoche refuse de partager, refuse de réduire ses privilèges, il ne peut pas y avoir réellement amélioration de la situation du peuple kanak. Le colon reste toujours enfermé dans ses barrières avec ses 10 fusils, reste toujours avec ses chiens qui tournent autour de la maison. Pour lui, le kanak reste le kanak qu'on doit toujours enfermer dans la réserve. Ce ne sont pas les caldoches du terrain qui ont décidé des accords de Matignon, ce sont les politiques de Nouméa, ça veut dire les commerçants, ça veut dire les gens qui ont des entreprises et qui veulent sauver les intérêts de leurs entreprises. Puisque tout bouleversement politique en Nouvelle-Calédonie tend à réduire leurs bénéfices. Ce sont ces gens-là qui ont décidé des accords de Matignon, mais le caldoche de la base reste toujours le caldoche de la base. Son intérêt à lui, c'est que ses privilèges ne soient pas réduits, parce que lui, il n'a rien à partager avec les Kanaks, puisqu'il veut tout garder. Il veut garder la terre, il veut garder les subventions, il veut tout garder. Lui, il n'est pas prêt à partager. Les accords de Matignon ont peut-être amené la paix, la tranquillité pour un certain nombre de personnes, mais au point de vue des mentalités, je ne pense pas que les gens de la droite, surtout, aient accepté déjà l'indépendance kanak et la perspective qu'un jour les Kanaks retrouvent cette souveraineté. La situation, malgré toute une opération médiatique, n'a pas changé. On est toujours considérés comme des citoyens de seconde zone, puisqu'on a toujours un statut particulier, que c'est toujours les gendarmes qui ont la fonction de syndic autochtone, c'est-à-dire qu'il faut passer automatiquement par la gendarmerie pour faire des demandes, ou pour faire des mariages, ou pour faire des adoptions, etc. Et que nous sommes toujours dans nos réserves. Et puis c'est négatif parce qu'encore une fois, on essaie d'effacer le passé. On se dit, bon, ben, il y a eu les accords de Matignon, et puis on oublie tout le reste. Hein. C'est fini, il n'y a plus d'événements de 84, il n'y a plus de colonisation, il n'y a plus rien. C'est comme toujours, on essaie de nous faire oublier notre passé, d'effacer le passé. Et avec les accords Matignon, c'est ça, on oublie tout. Et c'est pas possible, ça ne pourra rien donner de bon. À mon avis, ça ne peut rien donner. Et puis, bon, la chose positive, c'était justement que Jean-Marie et puis Jacques se parlent, donnent l'exemple. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, ça ne retombe pas dans le peuple, quoi. Ils ont montré
enfin surtout Jean-Marie, il a fait quand même don de sa vie pour ça. Il a fait don de sa vie pour montrer au peuple calédonien qu'il fallait se parler, et nous on n'arrive pas à concrétiser ça, ça redescend pas dans le peuple, quoi. De toute façon, l'image de Tjibaou et de la fleur en train de se serrer la main, c'était une image indispensable en cette période-là précise. Il fallait montrer à tout le monde entier qui était traumatisé par les événements, montrer que c'est fini. La France a réussi à calmer un peuple en effervescence, quoi. Vous voyez là le Caldoche et le Kanak en train de se serrer la main après 136 d'années de colonisation. Ce qui nous fatigue, c'est un langage faux. Ça y est, la paix est revenue, la fraternité est revenue. C'est pas vrai. Il n'y a pas de fraternité. Non, peut-être qu'on ne s'insulte plus, qu'on se respecte, mais il n'y a pas de fraternité. Nous sommes actuellement dans une période difficile pour le peuple kanak. Difficile d'abord parce que beaucoup pensent que tout a été réglé par les accords de Matignon. Tous ceux qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie savent que ce n'est pas vrai et qu'à l'inverse, si les accords de Matignon ont apporté la paix, s'ils ont apporté un mieux-être, s'ils ont apporté un nouvel espoir, tout est à construire en Nouvelle-Calédonie. Et les cadres du FLNKS aujourd'hui ont énormément de difficultés à mettre en œuvre concrètement ces accords et à faire en sorte que toute la population, et en particulier la population kanak, bénéficie des programmes de formation, des programmes de développement, bénéficie au niveau même de leur vie quotidienne d'amélioration dans leurs conditions matérielles d'existence. Il y a eu effectivement le cas des accords de Matignon qui a ramené la paix, mais nous attendons nous toujours la répartition des richesses, nous attendons toujours le rééquilibrage qui figure dans les termes qui sont régulièrement utilisés. Et ça, il n'y a pas de rééquilibrage aujourd'hui, il y a un enrichissement du riche et je dirais presque un appauvrissement du pauvre parce que le pauvre n'a pas encore réussi, nous n'avons pas encore réussi, nous, à franchir la barre de l'équipement moyen. Tu sais très bien qu'on continuera à expédier 100 millions en Nouvelle-Calédonie, qu'avant on en envoyait 10, qu'il y en avait 8 qui passaient dans la poche du privé, qu'il y en avait 2 qui passaient dans la poche des Kanaks. Maintenant on en envoie 100, il y en a 80 qui passent dans la poche du privé et 20 qui passent dans la poche des Kanaks. Alors évidemment les Kanaks ont un peu plus de miettes, mais aujourd'hui il va voir la situation à Nouméa. Jamais elle n'a été aussi florissante, même et y compris au temps du boom du nickel. Jamais le marché immobilier n'a autant pris d'ampleur de manière aussi artificielle qu'en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Jamais les projets ont été aussi importants, y compris du côté européen. C'est pas pour rien si aujourd'hui la Fleur vient de lancer ses premières sociétés d'économie mixte en matière de développement touristique et de formation. C'est qu'il s'en sent les moyens non seulement politiques et économiques. Il vit toujours dans son cocon économique. Aucune remise en cause n'a été faite sur ce point-là. Ce registre-là, on a dit, on va en donner plus aux Kanaks, ça rétablira l'équilibre. Mais c'est quand même avoir une singulière vision pseudo-angélique là-dessus, alors que l'on sait que le système est fait pour renvoyer l'argent aux plus riches. Ces dépenses du budget d'État en Nouvelle-Calédonie se sont... on a rajouté quelque chose qui est extrêmement important. C'est que pendant 1 an, on a fait du crédit à tout va, sans d'abord personnel. On a prêté à tout le monde, aux Européens pour construire, aux Kanaks pour acheter des bagnoles. Et tout le monde s'est servi de cette façon-là. Je veux bien dire que la Fleur a montré sur un certain nombre de faits qui voulaient respecter ses engagements, mais objectivement, il s'est assuré la contrepartie. Ça c'est clair. C'est pas gratuit non plus, c'est pas un don. Il a fait des gestes dans le cadre de l'équilibrage, mais ils ne sont pas gratuits, et il engrange. Les accords de Matignon ont servi essentiellement à distribuer de l'argent très largement. On ne va plus pouvoir le distribuer parce qu'on a besoin de l'argent dans le Golfe ou en Europe de l'Est. Donc on va se retrouver avec une situation plus difficile, un gâteau plus difficile, et on va revoir les tensions renaître parce que fondamentalement c'est ça. Alors
j'arrive à mon neveu d'Éloi Machereau, il me dit ça va être la guerre civile. Et ça, c'était la première fois que j'ai entendu cette expression dans ce bouboubar. Il me dit c'est la guerre civile, on est en train de s'y préparer. Moi je te le dis, les accords de Matignon, on n'en veut pas. Le projet Rocard, on s'en fout. Tout ça c'est lent, tout ça c'est du leurre, tout ça c'est pour nous fabriquer une petite bourgeoisie kanak qui va se tourner contre nos frères. Ils emploient beaucoup cette expression, nos peuples, nos frères. Et ça va se retourner contre nous. Eux vont nous tourner le dos. Ils vont oublier leur solidarité de clan. Ils vont oublier leur devoir envers la tribu. Et ils vont constituer une petite classe. Et nous, le peuple, on sera toujours derrière. Il faut que ces gens, on les laisse vivre comme ils veulent. Et les accords de Matignon partent mal dans ce sens, entre autres. Déjà pas mal que les socialos sont infiniment moins sanguinaires que le petit docteur Ponce, cet enfoiré. Mais faire Matignon et acheter la paix comme il le fait, ça va créer une petite bourgeoisie agréable pour avoir un interlocuteur et dialoguer avec, mais ça fait exploser les structures claniques et tribales. Et par la corruption, ça les fait exploser. Ce qui n'est pas une bonne méthode de gouvernement, je crois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation telle qu'on la voit se développer en Nouvelle-Calédonie, c'est malheureusement pas, si j'ose dire, partition ou indépendance. C'est partition ou indépendance, première branche de l'alternative, ou déliquescence politique d'un mouvement et corruption du corps social. C'est aujourd'hui ce qui est en jeu en Nouvelle-Calédonie. C'est pas partition ou indépendance. Si le gouvernement continue à déverser le fric qu'il déverse dans les conditions où il le déverse en Nouvelle-Calédonie, on arrivera à quelque chose qui sera, avec les évolutions propres à la Nouvelle-Calédonie, les différences, etc., comparable à la situation du corps social polynésien. Dérobades permanentes qui nous font constater que au niveau même de la loi référendaire comme au niveau de la loi de décentralisation, le vrai problème n'est pas abordé. Celui de la décentralisation sur les deux tutelles administratives et financières, mais aussi sur la dérobade suivante qui consiste à se reporter en permanence vers la loi référendaire. Sur ce projet de loi bien précis, nous n'avons pas été consultés. Enfin, je dis ça parce que nous avons été consultés pour la promotion de Besançon, vous savez, c'est les 25 stagiaires, parce qu'il fallait un peu de pub pour le gouvernement français qui mettait en place les accords de Matignon. Ça faisait bien, vous savez, parler de ça dans les médias et autres. Et puis après, le gouvernement, il s'est arrangé, il a fait sa sauce à lui tout seul. Nous avons été mis devant le fait accompli lorsque on nous faisait part des listes de gens qui allaient faire des stages de 2 ans, 3 ans. Il est prévu dans un article du référendum la formation en 10 ans de 400 cadres, principalement mélanésiens. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une classe, une nomenclatura de bourgeois mélanésiens? On l'a reçu dans la figure, cette question, dès le début, alors sous des formes très agressives de la part du FULC ou sur des formes beaucoup plus douces, mais pas moins troublantes de la part des associations de femmes ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, en face de ces cadres que vous formez? Ça va devenir des métros. Ils vont tous, bientôt, on ne les reconnaîtra plus. Les cadres mélanésiens que je connais, avec lesquels je suis devenu progressivement ami, sont des gens qui n'ont pas décollé de la solidarité, ce qui d'ailleurs paralyse un certain nombre de leurs initiatives. Moi je leur dis, mais tu gagnes un fric fou toi, c'est pas possible. Pourquoi tu le fous pas dans la micro-entreprise de ton village là-bas à Lifou? Je comprends pas. Le maire nous dit, il faut investir, et toi tu gagnes ton fric, tu le mets où? Et tous tes copains que je peux citer, ils les connaissent comme moi. Bah oui, mais c'est parce que on le fera pas sans en avoir discuté longuement avec tout le monde, etc. Donc ce qui est un élément de frein, disons, pour un capitalisme un petit peu galopant, est aussi un élément, me semble-t-il, de sécurité par rapport à ce risque de coupure entre ceux qui savent, ceux qui décident, ceux qui empochent, et puis les autres.
tant qu'on sera toujours dans cette situation où l'administration est toujours suprême, quoi, où c'est la France qui détient toutes les ficelles de la vie économique, tout ça au pays, je veux dire, ça ne changera pas. On peut vivre comme ça jusqu'à perpète, quoi. Et le piège, justement, qui nous mettent, c'est justement, est-ce que vous n'avez pas peur d'être envahi par la suite par les Suisses ou par les Russes Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans le sous-développement ou dans la misère? Le gouvernement a eu peur. A eu peur que les accords de Matignon soient cassés. Il a fallu ménager le RPCR. Il a fallu arranger avec le FLNKS pour pas qu'il y ait trop de... Alors quand on a peur, on ne fait rien. Le 14 juillet 89 est arrivé, on n'a pas beaucoup avancé. En mai 88, le gouvernement a le rapport de force politique lui permettant de casser les reins, pour parler clair, à la droite locale. Il en a le rapport de force politique. Et il ne le fait pas. Et là, c'est tout à fait volontaire de sa part. Ce n'est pas la peur de ne pas avoir de majorité ou autre. C'est la volonté politique de faire prédominer l'idée qu'il a des intérêts de la France. Je pense que Moreau-Roy est un non-dit extrêmement lourd, pour parler comme les psychanalystes, un non-dit de la politique française en Calédonie. On raconte, je crois bien que c'est Tjibaou lui-même qui nous en avait fait la confidence, qui n'avait même pas pris place dans un fauteuil de Matignon, que Rocard déjà attaquait, il n'y a pas d'autre mot, nous restons dans le Pacifique. Bon, et ça, il s'agissait bien évidemment de Moreau-Roy, mais si le mot n'était pas prononcé. Est-ce que les impératifs de Moreau-Roy restent à ce point-là essentiels, un élément essentiel de la politique française dans le Pacifique, que ça domine et l'avenir de la Polynésie et l'avenir de la Calédonie? Or, nous sommes quand même en période de redistribution générale des cartes. Le mur Berlin s'est effondré, mais l'effondrement du mur Berlin a salement secoué le mur de Moreau-Roy. Je rappelle que le mur de Moreau-Roy, il n'a que 4 mètres. Mais quand même, sur un atoll, 4 mètres, c'est beaucoup. Parce que l'atoll s'effondre tellement il a été maltraité, et on a dû construire année après année une barrière de béton qui a maintenant 4 mètres, qui le protège des raz-de-marée, des tempêtes violentes, des ouragans, etc. Il y a un rapport entre le mur de Berlin et le mur de Moreau-Roy, à mon avis. Parce que la logique de Moreau-Roy, c'est quand même la guerre en Europe. Je rappelle simplement, à titre de note de bas de page à l'exposé de notre ami Gabriel Marc, que c'est la même année où a été ouvert le centre d'expérimentation de Moreau-Roy, et où on a repris, sous forme des décrets, je crois bien que c'était les décrets Jacquinot en 63, pardon, c'est ça, en 63, mais ça n'a pas tardé 6 mois, ça a été immédiat, pour reprendre ce qui avait été donné aux Calédoniens, et en fait à ce moment-là à l'UC, par la loi de fer de 56, confirmée par le référendum de 58 que les Kanaks avaient voté, qui était dans la continuité de la loi de fer, menant les Toms à l'indépendance, qui était la vocation normale de tous les Toms, y compris en Afrique. Bon. Et là, on voit très bien l'interdépendance. Là, de ce point de vue-là, la théorie de domino, elle a quand même fonctionné. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on est en Calédonie? Qu'est-ce que la France a fait en Calédonie? Qu'est-ce que c'est que la Calédonie actuellement? La France, elle a dilapidé notre pays. Elle a retiré tout le nickel qu'on avait pu retirer. Elle n'a jamais développé d'entreprise. Elle n'a jamais développé l'agriculture. Elle n'a jamais cherché à développer ce pays, tu vois. Alors, pour moi, on est déjà dans un système tiers-mondiste. On est déjà, mais c'est caché, évidemment. 75% de la population vit est fonctionnaire. Mais cette situation, même si on restait, même si on n'était pas, même s'il n'y avait pas de question d'indépendance, elle ne pourrait pas rester comme ça. C'est pas possible, quoi. Alors, le problème du développement, c'est un peu en ce moment le grand thème. C'est le grand thème parce que finalement, les choix qui ont été faits lors des accords de Matignon sont que dans les 10 ans à venir, sur le terrain du développement, il faut que chaque camp fasse ses preuves. Hein, et que le meilleur gagne, à la limite, et que le meilleur emporte le morceau, je dirais, au travers de cette bataille. Et cette indépendance sur 10 ans, on n'en veut pas. Parce que 10 ans, c'est trop long.
Ou c'est trop court? C'est trop court parce qu'on vient de tellement loin. Il me disait, mais regarde, on n'a pas d'eau, on est en train de construire des citernes, mais depuis quelques mois seulement, on a obtenu cette citerne contre la levée des barrages. C'est du donnant-donnant avec le gouvernement français. Et bon, ils nous disent, voilà, regarde d'où on vient de si loin. Comment veux-tu qu'on rattrape tout ce retard? En 10 ans, on n'y arrivera jamais. Alors, c'est pour ça qu'ils sont si désespérés. Les bras leur en tombent. Ils se demandent comment ils vont rattraper cet immense retard. L'arbitre est celui qui rétablit l'équilibre et qui fait respecter les règles du jeu. Les règles du jeu n'ont jamais été respectées en Nouvelle-Calédonie, non seulement en raison de la situation coloniale, mais parce que l'État n'a jamais su s'y faire respecter. Je me souviens d'un entretien avec Pierre Jox lorsqu'il a eu le dossier, il a hérité du dossier après Edgar Pisani, et qui a quand même été quelque peu surpris d'entendre un avocat du FNLKS qui, dans le secret de son cabinet, et à la question « Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire ?», lui dit « Monsieur le ministre de l'Intérieur, rétablir l'autorité de l'État ». Ça voulait dire, à ce moment-là, rétablir l'autorité d'un État impartial, et d'un État non seulement impartial, mais qui rétablisse l'équilibre. Alors, dans une situation où tu as des dominants et des dominés, enfin, c'est quand même extraordinaire, ça, qu'en France, les socialistes nous servent, et à juste titre, le fait que l'État doit contribuer à réduire les inégalités, et que soudainement, le pouvoir de l'État en Nouvelle-Calédonie devrait être un arbitre égal entre des parties prenantes qui sont présupposées, que l'on admet en même temps inégalitaires. Je trouve que c'est encore un piège de la part du gouvernement français. Un piège pour les Kanaks et aussi pour toutes les autres communautés. Or, que l'on ne me fasse pas croire un seul instant que c'est par naïveté politique que ce gouvernement a apprécié les accords de Matignon en termes d'arbitre pour tenir la part égale entre les deux parties. Outre le fait que ce serait là une curieuse conception de l'histoire de la colonisation et de ses conséquences que de mettre sur un pied d'égalité le colonisé et le colonisateur, je pense, et c'est mon avis, que cela, au-delà de la rouerie politique, correspondait à une volonté bien déterminée, car ce jeu-là permettait, ou du tout moins il le croit, et il le croit encore, la prééminence des intérêts français en Nouvelle-Calédonie et l'absence d'indépendance. On n'a jamais entendu un mot de favorable de ce gouvernement et des hommes qui le composent dans le passé quant à cette approche, au moins, qu'était le statut Fabius Pisani et le plan d'indépendance-association mis en avant par Edgar Pisani. Cette Louise me disait, les accords de Matignon, ça va être une catastrophe, et le plan Rocard, on n'en attend rien de bon. Alors je lui ai demandé de s'expliquer un petit peu plus. J'ai dit, mais enfin, les accords de Matignon, ça a quand même... Oh, elle me dit oui, ça a apporté la paix. Elle m'a devancé, elle me dit, ça a apporté la paix. Et c'est vrai qu'on a le calme sur les îles, et on en avait besoin, parce qu'on en avait marre de tout ça. Et beaucoup de femmes m'ont dit, ça a apporté la paix. De ce côté-là, c'est le côté positif. Mais alors, quelle paix? Et c'est cette paix-là qui leur fait peur, parce que c'est une paix qui est un état de non-guerre, et qui n'est pas une paix de construction. Elle dit, c'est maintenant qu'il faudrait faire quelque chose, de boire au lieu de... etc. C'est maintenant qu'il faudrait construire. Et le projet de développement aujourd'hui, bien au-delà de la paix, c'est le projet que l'on retrouve dans la manière dont les dirigeants kanaks abordent la question du développement. Je prends un exemple. Nous avons à réaliser une route entre Koné et Poindimié, dans le H, une transversale entre la côte ouest et la côte est. Cette route va traverser les terrains coutumiers. Ce n'est pas simple. La procédure d'expropriation ne s'applique pas. Lorsque nous en avons parlé, les dirigeants nous ont dit on n'a pas là la solution. Mais on va se mettre autour d'une table, on va la trouver. Il faut l'inventer. Et puis, sous forme de boutade, ça ne prendra pas plus de temps qu'une expropriation chez toi. La France adore les grands travaux. On a hérité des Romains l'idée qu'on doit construire des voies romaines et que c'est comme ça que la civilisation avance. Donc on construit des voies romaines avec des boîtes métropolitaines, des grosses boîtes métropolitaines, dont la Lyonnaise des Eaux et puis des autres grosses boîtes, des grosses entreprises. Bon. C'est-à-dire c'est de l'argent qui va retourner en France. Toutes ces actions, petits et grands projets, c'est ce que j'appellerais un peu la décolonisation par le bas. S'engager dans une action de développement pour créer les conditions d'un rééquilibrage qui lui-même va être la source d'une décolonisation. Mais est-ce que ce n'est pas un pari difficile à défendre
Est-ce que finalement la nécessité de réformer le système n'est pas une condition préalable du développement? En tous les cas, c'est ce que dit Paul Néautine, qui tout en s'engageant, parce que par réalisme et pragmatisme, c'est dans le cadre dans lequel on est, qui tout en s'engageant dans cette politique, disait récemment, le développement ne peut être effectif que dans le cadre de la décolonisation. La signature des accords, c'est pas l'adhésion à un projet que nous aurions imaginé. C'est la prise en compte d'un rapport de force qui fait qu'on n'a pas pu aller plus loin et on a signé ces accords, mais pour donner un cadre positif, un contenu positif par rapport à notre propre revendication, la seule chose qu'on demande et qu'on a décidé de faire, c'est de demander à nos gens, à nos forces, à nos gens, d'utiliser cette période et les moyens de cette période pour créer, pour initier des choses nouvelles qui aient un sens par rapport à la nation qu'on veut créer. Nous aussi, nous allons discuter avec eux par rapport aux accords pour dire, bon ben ok, c'est bien gentil de parler des accords, jusqu'à maintenant on a parlé de formation, on a parlé de rééquilibrage, mais il faudra bien qu'on discute du nickel aussi pour savoir comment on peut partager les bénéfices. Mais je crois qu'au-delà des mots, le poids des actes a été important et on fait confiance aux intéressés. On fait confiance aux organismes locaux, on fait confiance aux responsables locaux. On leur délègue des budgets et on n'est pas sans arrêt derrière eux pour dire attention, si vous faites ça, on ne vous donne pas le budget. Et déléguer, c'est ça la décolonisation. À chaque fois qu'on commence à rentrer dans le détail, à chaque fois qu'on commence à vouloir mettre en application les grands principes, à chaque fois que les politiques se posent des questions ou interrogent, on leur répond par des questions d'ordre technique. Et c'est le cas en Nouvelle-Calédonie quand il s'agit des textes au niveau du Congrès, c'est le cas au niveau du comité de suivi, quand il s'agit du suivi des accords de Matignon. Il faut dire, entre parenthèses, que la loi sur le corps électoral, la loi ou les arrêtés prévus sur le corps électoral qui visent donc à limiter le corps électoral qui doit se prononcer pour l'autodétermination de 98, cet arrêté ou ces lois, ces textes-là ne sont toujours pas sortis. Depuis, alors que c'était l'une des mesures, l'une des conditions principales avancées par le FLNKS dans son engagement. Et il avait été convenu que le gouvernement diminuerait les traitements de la fonction publique et prendrait des mesures pour diminuer les incitations pour que les retraités se fixent en Nouvelle-Calédonie. Il y a donc un ensemble de mesures, et ça, Jean-Marie Tshibao et Yewene me l'avaient dit très directement le soir même de la signature des accords de Matignon, en me disant nous avons eu des accords tout à fait formels pour que la France fasse en sorte que le nombre de gens qui sont installés en Calédonie ait moins d'intérêt à y rester, que d'ici 10 ans, certains d'entre eux probablement seront partis. Alors je crois que c'est certainement un des rôles du comité, dans l'esprit que Gabriel redisait à l'instant, c'est d'appeler peut-être l'attention, de rappeler que c'est quelque chose de fondamental, sinon nous allons nous retrouver dans une situation tout à fait identique sur ce plan, si vous voulez, des engagements pris à des situations que nous avons connues où finalement le corps électoral risquera de ne pas pouvoir déboucher ou ne sera pas crédible. Et à ce moment-là, on peut très bien voir un refus ou une impossibilité d'organiser les élections. Enfin, c'est la situation de 84, si vous voulez, d'une certaine façon, où les Kanaks ont dit on ne peut pas, le statut, même s'il y a des choses intéressantes, de toute façon, nous en serons dépossédés, c'est pas nous qui... Alors je crois que vraiment tout l'esprit des accords de Matignon peut être aboli, enfin en tout cas adultéré par si ce point-là n'est pas traité. Car actuellement on parle beaucoup plus de développement et d'économie que de ce problème-là. Et c'est le problème politique, là, il est au fond. Eh bien, on nous oppose aujourd'hui que le district ne pourra pas rentrer dans le cadre de la décentralisation parce qu'il y a des modifications prévues à la loi de 1970. Pour vous dire encore combien, malgré ces accords de Matignon, malgré les problèmes que nous avons connus en Nouvelle-Calédonie, nous sommes encore, je dirais, un territoire lointain. Effectivement, avec ses spécificités, avec peut-être une population que l'on croit souvent en retard d'évolution
ou pas suffisamment avancé, sur lequel on a tendance à vouloir exercer un paternalisme outrancier. Le premier problème, c'est la reconnaissance de ce peuple, et à travers cette reconnaissance-là, c'est le problème des terres. Il faut faire quelque chose pour les terres. Enfin, moi, je suis bien passée pour en parler, je suis fille de colon, mon père a une propriété, il est propriétaire terrien et tout, il fait de l'élevage, et je sais que ça sera un drame dans 10 ans encore pour nous tous, parce qu'on n'essaie pas de résoudre ce problème. Nous, quand on a récupéré la terre, on a d'abord pensé à l'homme. On n'a pas pensé à la mise en valeur. Enfin, on n'a pas cette notion quand on avait revendiqué les terres. Et bien moi, j'aimerais par exemple que mon père un jour, ou mon frère, puisque c'est lui qui va reprendre la propriété de mon père, et ben qu'il aille dans la tribu proche, puisque notre propriété est revendiquée, qu'il aille là-bas devant les clans, et puis qu'il leur dit voilà, c'est revendiqué, et puis ma propriété est revendiquée, comment on peut s'arranger, comment vous voyez ma place, qu'est-ce que vous attendez de moi, voilà, mais je crois que ça c'est fondamental, on est obligé de passer par là, il faut que ça se fasse. Et puis, mais ça c'est sûr que la France elle tient pas trop à ce que ça se fasse non plus. Mais enfin, ces terres on les a jamais achetées. Les Français qui sont arrivés là, ils ont reçu gratuitement du gouvernement français, à qui ça coûtait pas cher, les terres des Kanaks, et puis c'est tout. C'est la situation coloniale totale. C'est même pas la Mitidja qui était un marais non cultivé. Là, ils en vivaient. Bon, et ben on les refoulait plus haut, là où c'est moins fertile, parce qu'en bas, ça plaisait, bon, ils en donnaient. Mais il y a 5 ou 6 ans, ou il y a 3 ans, on donnait encore des terres. On continue à donner les terres que l'agence foncière avait collectées pour les rendre aux Kanaks. On continue à les donner à de jeunes métropolitains ou autres qui arrivent là-bas. Voilà, vous voulez des terres, voilà, tant d'hectares, pas de problème. On est en pleine colonie. Et vous avez une métropole qui s'appelle Nouméa, qui ne travaille pas, qui ne produit rien, qui fait du commerce, qui a le monopole des importations, car tout s'importe, hein, et qui le revend aux Kanaks. On est en pleine exploitation. Ça me rappelle un peu la Corse. Les accords de Matignon, est-ce que réellement c'est le problème calédonien que l'on veut faire évoluer, avancer d'une manière intelligente, quand on sait que, quand on suppose que c'est uniquement dans un but de politique interne à la métropole. Le problème c'est qu'on utilise des gens, notamment les Kanaks. La Calédonie n'a jamais été vue en France que comme l'expression d'un jeu politique intérieur français, au pire, et au mieux, du jeu politique extérieur et gaulien de la France au regard de sa situation dans le monde. En fait, Jean-Marie Djibaou a essayé de tenir le plus longtemps possible parce qu'un petit éclat, je ne pensais pas que ce serait un gros éclat, vraiment je ne veux pas jeter la pierre sur Jean-Marie, un petit éclat affaiblirait le pouvoir de droite, un petit éclat, et aiderait la gauche française avec laquelle il allait traiter à venir au pouvoir. Et à Gossana, on m'a dit, nous sommes les victimes de la politique intérieure française. Et c'est comme ça qu'ils se vivent tous les jours. Et on est abandonnés, et on nous laisse tomber, et nos veuves sont là toutes seules, et on a 30 enfants, etc. Et ça, c'est ça leur réalité politique quotidienne. Certes, décolonisons, mais d'abord avec la mission civilisatrice de la France, et toujours dans le cadre des intérêts français. C'est au fond cette phrase de Léopold Sédar Senghor qui disait « La France est un pays merveilleux ». Il veut le pain pour tout le monde, la justice pour tout le monde, la culture pour tout le monde, la liberté pour tout le monde, à la condition que ce pain, cette justice, cette culture et cette liberté soient françaises. Aujourd'hui, ce n'est pas la question posée. Mais par contre, ce qui est important, c'est que ça prépare à ce que s'il y a indépendance, elle se passe dans de bonnes conditions. D'abord parce que les leaders auront assumé des responsabilités, se seront formés. Ensuite parce que l'on aura établi un certain équilibre entre les communautés, entre les régions. Or, il ne peut y avoir, qu'il y ait indépendance ou pas, de maintien de la vie en Nouvelle-Calédonie que si on réussit cet équilibre. Donc nous préparons aujourd'hui les conditions d'un choix. Mais ce n'est pas à nous de prendre parti sur ce choix.
Or, la décolonisation ne peut pas être arbitrée par le colonisateur, il doit être mis en œuvre par le colonisateur. Parce que c'est fou le nombre de choses injustes qu'on a fait au nom des États-nations. C'est-à-dire au nom du maintien de la puissance d'un gouvernement, d'un pouvoir. Bon. Ça a été vrai autrefois quand c'était les rois de France, bon, ils agrandissaient le domaine pour leur puissance. Mais la République a allègrement pris la suite des rois de France. Et l'État-nation est une mystique en soi. Et on vient vous parler, on voit. Et au nom de la grandeur française, ou de la puissance française, ou des droits de la France, ou des intérêts de la France, on continuera à écraser des petits peuples. Et je crois que cette notion-là, il va maintenant être temps au XXIe siècle, et je pense que ça on le verra au XXIe siècle, de quitter le siècle des nationalités, qui a été le XIXe et le XXe, pour venir au siècle des peuples. Et essayer maintenant de rendre une justice à tous les pauvres peuples opprimés qu'il y a sur Terre, et écrasés qu'il y a sur Terre. Nous sommes dans un système qui réduit en bouillie la majorité des peuples au profit de quelques-uns. Il va falloir changer ce système, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que Calédoniens, en oubliant un peu la France? Qu'est-ce qu'on fait? On est à une situation, là, dans 10 ans, ils sont en train de nous promettre je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont ces jeunes-là qui sont les victimes, de la colonisation aujourd'hui. Puisqu'il existe encore une situation de colonisation en Nouvelle-Calédonie. Et c'est eux qui sont les victimes aujourd'hui du fait qu'ils ne trouvent pas où tout est fait pour qu'ils ne se situent pas dans la société moderne. Puisque cette société moderne, telle qu'elle est vécue en Nouvelle-Calédonie, est chasse gardée. Et chasse gardée justement par les colons, par la population dominante du territoire. Donc du fait qu'ils sont victimes, c'est eux, ce sont ces jeunes-là qui réagissent. Les Calédoniens sont en train de s'interroger ou de se réinterroger sur leur rapport aux Mélanésiens et éventuellement de se réinterroger sur leur avenir. Si on précipite peut-être les choses, on retrouverait des crispations et peut-être qu'il faut profiter de cette période pour voir s'il ne peut pas y avoir une recomposition de la définition des identités et donc une façon de repenser l'avenir. Nous te saluons aujourd'hui avec émotion et amitié. Nous nous souvenons de ta joie à mener la lutte, de ta générosité militante, de ta volonté de convaincre qu'il n'y aura pas de décolonisation sans justice, sans partage, sans ouverture de sentiers fraternels entre les communautés du Caillou, entre le peuple kanak et le peuple français. Si je reprendrai une phrase de Jean-Marie Tjibaou le samedi avant sa mort, nous étions en comité directeur à Pointe-Dimier et dans ses propos, il disait ceci: nous, il faut présenter une indépendance viable. Il nous faut convaincre. Et le convaincre s'adressait ici au convaincre les non-Kanaks. Pour qu'en 1998, ils soient convaincus que l'indépendance kanak est la solution pour ce pays. Et le peuple kanak nous a donné toutes ces dernières années l'exemple du courage, de la dignité, de la fermeté. Je n'oublie pas ces années, ces moments de douleur, ces moments de deuil. Je n'oublie aucun de ces leaders que le peuple kanak s'était donné, qu'il soit d'une communauté ou de l'autre. Je n'oublie pas Pierre Declercq, je n'oublie pas Éloi Machoro, je n'oublie pas Marcel Nanoro, je n'oublie pas tous ceux d'Ouvéa. Je n'oublie pas, et je pense que ce souvenir est si proche et si poignant. Yéyé, Yéwéné, Jean-Marie Tjibaou, ces amis que nous avions constamment en face de nous, qui nous disaient: mais faites en sorte que le peuple français soit fidèle à lui-même. Faites en sorte que
ils répondent à notre appel. Notre identité est devant nous, disait Jean-Marie Tjibaou. L'ancien président du FLNKS voulait conduire son peuple vers une indépendance viable, vers une indépendance digne. Pour nous, nous avons dit l'indépendance. Peut-être un grand mot, indépendance, où tout de suite, beaucoup de personnes traduisent comme un rejet. La France, elle est fière d'avoir son indépendance. Elle est fière, elle fait la fierté de tous les Français, le peuple de France. Nous aussi, nous voulons un jour accéder à notre indépendance. Nous avons fait beaucoup de propositions dans le passé. Nous avons parlé des victimes de l'histoire. Je voudrais faire ce rappel parce que il y a Jean-Pierre qui est là, il y a beaucoup d'autres qui sont là-haut. Des gens qui nous suivent dans le combat que nous menons. Le combat de dignité, ce n'est pas une exclusion. C'est la conquête de son honneur. Voir l'indépendance, il y a un problème dans le fait d'être blanc et indépendantiste. Hein. Le fait d'être blanc et indépendantiste, c'est presque l'indépendance des autres. Alors, ça pose un problème quand on est du pays. Et en même temps, soit dans l'indépendance, c'est le désir de voir la revendication kanak accéder, donc qui retrouvent leur identité, et leur liberté, leur terre, etc. En même temps, pour moi, une Calédonie libre, enfin, donc une Kanaki, c'est quelle place pour chacun, et je ne sais pas quelle est la mienne, hein, et celle qu'ils me laisseront. Et en même temps, c'est un pays qui ne ressemble pas au Vanuatu. Donc, je suis pour l'idée de l'indépendance, ceci dit, je suis pour une indépendance réussie. Pour vous répondre très franchement, je dis que c'est à vous qui êtes un jeune et moi qui suis un jeune aussi, c'est à nous deux de faire en sorte que les perspectives soient des perspectives claires et qui vous sécurisent à la fois et qui me sécurisent également. Je pense que finalement la réponse est entre nous. Rocard a souhaité, bien entendu, le choix du maintien dans la République. Et en fait, je crois me souvenir aussi que c'était dans la lettre à tous les Français du candidat Mitterrand. Donc il y a fondamentalement, on est habité par le sentiment que, bien sûr, tout est prévu pour que l'indépendance puisse être un choix libre, mais qu'au fond, on n'y tient pas tellement. Quand Jean-Marie dit qu'ils veulent oppose parfois souveraineté et indépendance, c'est parce que ce qu'ils ne souhaitaient pas, enfin c'est comme ça que j'ai compris, c'était une indépendance effectivement octroyée par la France, mais sans qu'on ait les moyens de l'indépendance. Ce qu'on veut, c'est les conditions d'une réelle souveraineté. On fait des choses maintenant parce qu'on va rentrer dans l'indépendance. La forme, c'est l'indépendance. Cette forme-là, elle n'arrivera pas par le fait des accords de Matignon. Non. Il faudra l'acquérir. Et c'est là où il peut y avoir une déception. Je pense qu'il y a toujours la volonté politique que les choses se passent dans le cadre de la République, en donnant plus de pouvoir aux Kanaks, en essayant de les intégrer, de les insérer dans le jeu économique, en leur donnant plus de pouvoir, en faisant des efforts vis-à-vis de cette communauté, c'est le cas depuis les accords de Matignon, de rééquilibrage, mais qui ne va pas, une démarche qui ne va pas jusqu'au bout, à savoir la restitution de la souveraineté, qui bute toujours sur ce blocage-là. Donc espérer une assimilation des Kanaks au peuple français. Le peuple kanak étant sans doute dans leur esprit une composante du peuple français. Ce qui m'apparaît être un aveuglement total par rapport à l'histoire. Inéluctablement, il faudra bien qu'on admette qu'ils ont le droit d'être indépendants ou libres, ou d'être maîtres de leur destin. Tout comme nous, quand nous parlons en permanence de notre indépendance. Et quand nous agissons au nom de notre indépendance. Ils ont les mêmes droits. Inéluctablement, ils les obtiendront. Ce que je voudrais, c'est que nous ne réussissions pas, en plus, à leur faire subir des maux supplémentaires avant qu'ils y réussissent.
En fait, c'est ça la politique de la France, quoi, depuis le début. C'est divisé pour mieux régner. Et puis, toujours, il y a un feu qui brûle, quoi. Elle éteint juste les flammes, mais c'est pas qu'il y a les braises encore. Et en ce moment, c'est ça le problème. C'est que en ce moment, le feu, il est en train de commencer à... Enfin, je veux dire, il n'est pas complètement éteint, quoi. Parce que le fond du problème n'est pas résolu. Et ça passe à un moment, mais il y a un moment où ça va exploser, peut-être pire que les fois précédentes. Et ça ne sera pas la France qui sera sur place. Ça, le problème, c'est que la France est à 22 000 km et ça sera nous tous les enfants de ce pays qui vont être doublement et triplement victimes de ça. Je terminerai en disant, comme je disais tout à l'heure, devant les députés et monsieur le député et sénateur qui sont venus, une phrase très importante de Jean-Marie Tjibaou, c'est plus jamais d'ouvert.